Bonsoir à tous. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a encore des concours supplémentaires qui sont dédiés aux enseignants contractuels, qui sont en train d'ailleurs, par exemple sur l'Académie de Versailles, de passer les oraux. Les oraux, donc ça tombe bien parce que ce soir, on parle de la leçon de français qui fait partie d'une des épreuves des épreuves d'admission du CRPE, donc la partie orale. Donc moi je me présente, je suis Cassandre Nadjar, je suis professeure chez Vocation CRPE depuis plusieurs années, spécialiste de la maternelle. Et puis dans la vraie vie, je suis conseillère pédagogique et je travaille au niveau de l'Académie de Versailles. Je m'occupe de formation, de la formation des formateurs en particulier. Voilà, donc j'avance sur mon diaporama. Oui, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un rappel. Alors, c'est vrai que là, on a quelques personnes qui sont habituées, mais bien, cette vidéo peut aussi être accessible par des personnes en replay. Donc, je les salue en même temps. Donc, on fait un bref rappel des épreuves comme systématiquement, c'est important de faire un point en début de vidéo. De cours. Je rappellerai rapidement également les attendus de cette épreuve en particulier, l'épreuve de leçon. Et ensuite, je partagerai avec vous un exemple de sujet possible pour vous permettre de vous entraîner, de vous positionner, de vous rendre vraiment compte de ce qu'on attend de vous dans cette épreuve. Et enfin, je laisserai la parole à Mélina qui vous expliquera quelques éléments importants concernant Vocation CRPE et les offres peut-être qu'on fait actuellement qui peuvent vous intéresser. Alors, donc, le CRPE, c'est le concours de professeur pour devenir professeur des écoles, ce beau métier. Il y a donc d'abord les écrits, on appelle ça les épreuves d'admissibilité, avec une épreuve écrite de français qui dure 3 heures et qui est coefficient 1. En gros, cette épreuve est composée de 3 parties. Autour d'un texte, il y a un texte et à partir de ce texte, on vous demande de répondre à des questions en lien avec l'étude de la langue, une autre partie en lien avec le lexique et enfin une partie où on vous propose d'argumenter autour d'une problématique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se faire une idée des candidats quant à leur niveau de français, leur niveau de langue. Donc voilà, si vous avez plus de questions sur cette épreuve-là, n'hésitez pas à regarder sur nos cours, sur nos vidéos YouTube. Il y a des vidéos qui ont été réalisées par d'autres professeurs que moi. Alors, pour préparer ces épreuves-là, chez Vocation CRPE, on vous propose des cours tous les jeudis soirs, donc bien en amont. On commence fin août, début septembre pour vous permettre d'être au plus près de cette épreuve et des attendus de cette épreuve. Donc, on a la même chose, bien sûr, sur les mathématiques, la même durée, le même coefficient, avec 3 exercices complètement indépendants qui vont permettre au jury d'évaluer les compétences du candidat en mathématiques. Et enfin, une épreuve écrite d'application qui dure aussi 3 heures et qui est coefficient 1. Là, vous avez la main pour choisir quelle entrée vous préférez, soit sciences et technologies, soit histoire-géographie EMC ou enfin les arts. Il y a également une épreuve optionnelle de langue vivante. Donc ensuite, on en arrive aux épreuves orales d'admission. Vous avez donc l'épreuve de leçon qui est l'objet du cours d'aujourd'hui. Et regardez, elle dure 3 heures aussi et elle est coefficient 4. Donc, cette épreuve, elle est absolument importante. Il faut absolument s'y préparer en amont. Il ne faut surtout pas se dire, comme c'est les oraux, c'est plus tard. Peut-être que je ne vais pas être admissible, donc je verrai plus tard, puisque pour arriver aux oraux, c'est sûr qu'il ne faut pas de note éliminatoire. Il faut avoir une note suffisamment correcte pour pouvoir arriver aux oraux. Mais ça serait un très, très mauvais choix de ne pas se mettre à réviser dès le début de l'année en parallèle de vos révisions sur l'écrit. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur YouTube que j'ai proposée qui vous permet de voir comment s'organiser dans ces révisions. Voilà, je propose par exemple un calendrier de révision que j'ai trouvé d'ailleurs sur Internet et dont je donne le lien, bien sûr. Donc voilà, pensez bien à préparer cette épreuve dès le début de vos révisions.
Et enfin, une deuxième épreuve à l'oral, l'épreuve d'entretien, durant laquelle on va vous évaluer sur vos motivations, sur vos connaissances du métier d'enseignant et du statut de fonctionnaire, et également sur des questions d'EPS, donc éducation physique et sportive. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bien sûr, comme je le disais, une épreuve de langue vivante pour laquelle on ne garde que les points supérieurs à la moyenne, donc ça vaut le coup, sauf si on est vraiment trop mauvais en langue vivante. Mais s'il vous reste quelques bases, moi je vous conseille de vous inscrire puisque on ne gardera que vos points supérieurs à la moyenne. Donc voilà, un petit rappel des épreuves. 3 heures, coefficient 1, admission 2 heures avec 2 heures de préparation et 1 heure d'entretien. Alors, c'est celle-ci sur laquelle on va s'arrêter ce soir, plus particulièrement avec donc une présentation des attendus et un entraînement. Alors, pour ce qui est des attendus, d'une manière générale, sachez-le, chez Vocation CRPE, on a des professeurs qui ont été ou qui sont encore jurys expérimentés. Donc, on connaît par cœur les attentes de ceux qui seront en face de vous. Nos cours vont être ponctués en permanence de conseils qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas dans les livres de préparation au CRPE. Voilà, des conseils en direct, des conseils en live, des réponses à vos questions en direct. Donc, cette préparation, elle est vraiment au plus près et de vos besoins, mais également des attentes des jurys. Donc, dans un premier temps, pour cette épreuve de leçons de français et de mathématiques, d'abord, on va vous donner 2 heures. 2 heures de préparation avec 2 dossiers. Un dossier pour la leçon de français, un dossier pour la leçon de mathématiques. Donc là, il va être très important de bien vous préparer, de bien vous organiser. Je regarde un petit peu si je ne vois pas de questions. De bien vous organiser dans ce temps de préparation. Vous avez tout intérêt à garder 1 heure pour préparer la leçon de français et 1 heure pour préparer la leçon de mathématiques. Vous allez avoir dans ce dossier des documents de tout ordre, des exemples de support d'élèves, par exemple des photos de cahiers, des photos de production d'élèves, des photos de cahiers, de brouillons, de fiches qui auraient été remplies par des élèves, enfin voilà, des traces réel de classe. Vous pouvez également vous retrouver, la plupart du temps, ça c'est le cas, avec des documents un peu institutionnels, des extraits de programmes, des extraits de documents d'application qu'on trouve sur Eduscol, des extraits de guides. On retrouve quand vous tapez Eduscol, j'enseigne au cycle 1, j'enseigne au cycle 2, j'enseigne au cycle 3, vous allez retrouver des guides verts, des guides rouges, des guides oranges, qui sont, pour le coup, moi, si je vous proposais de commencer des révisions, ça serait de commencer par là. Ce sont des guides très, très clairs dans lesquels on vous donne et les enjeux et les points théoriques et des exemples concrets de mise en œuvre dans les différents domaines qui vous sont proposés. Par exemple, celui, moi, que j'ai beaucoup utilisé aujourd'hui, que j'utilise régulièrement, c'est pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle, par exemple, ou pour découvrir, pour entrer dans la lecture. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre de guides qui sont absolument essentiels à travailler et à réviser. Et donc, souvent, on vous donne des extraits de ces guides. Vous pouvez également trouver des extraits donc je vous disais, de manuels, mais également des textes de didacticiens. Par exemple, vous pouvez trouver des extraits de Mireille Brigaudio, qui est une grande didacticienne du langage en maternelle. Et aujourd'hui, pour préparer mon cours, j'ai pris ce livre-là qui s'appelle « Le langage langage et école maternelle » de Mireille Brigaudio. Je m'en sers assez souvent d'ailleurs pour préparer mes formations. Et là, vous pouvez tout à fait avoir un document de ce type-là. Si vous tombez sur une leçon sur le lexique, vous aurez sans doute un extrait de Micheline Cellier. On peut également vous proposer des extraits de Perros, qui est un didacticien en lien avec la compréhension et l'oral. Enfin, voilà, un certain nombre de documents qu'on va donner, qu'on va porter à votre connaissance et qu'il va falloir être habitué à regarder.
et aller directement vers les choses importantes. Et c'est vrai que si vous ne vous êtes pas préparé, vous allez perdre un temps fou dans la lecture de ces documents. Alors que c'est vrai qu'en vous préparant avec nous, on va déjà vous donner des noms, ce que disent ces personnes-là, ce qu'il est bon de connaître les concernant et surtout les différents éléments principaux qu'on conseille pour tel ou tel enseignement. Donc ça, c'est votre dossier. Ensuite, vous allez devoir faire votre leçon et faire des propositions pédagogiques, c'est-à-dire organiser une leçon. C'est une séance d'apprentissage qui dure, on va dire, entre 15 minutes en petite section et 45 minutes grand maximum en CM2. Et donc, voilà, il va falloir proposer les étapes, le déroulé, identifier des éléments de différenciation, c'est-à-dire ce que je peux proposer à des élèves qui seraient soit en difficulté, soit même au contraire bien avancés et qui auraient besoin d'être un petit peu plus motivés dans la leçon par rapport à d'autres pour ne pas s'ennuyer. Voilà, un certain nombre d'éléments de ce type-là. Vous allez devoir également concevoir une leçon qui va être adaptée à l'âge des élèves. Donc là, il va vous falloir un petit peu, notamment en maternelle, de connaissances sur le développement psychomoteur de l'enfant. Donc là, pour ces éléments-là, vous allez avoir évidemment les cours de vocation CRPE le jeudi soir pour le français et le mardi pour les mathématiques, mais également des vidéos qui sont accessibles en replay sur un certain nombre de ces domaines, de ces éléments que je viens de citer. Par exemple, comment construire une leçon. Par exemple, quelles sont les spécificités de l'école maternelle. Voilà, tout un tas de vidéos qui vont vous permettre de vous acculturer avec tous ces éléments-là et être plus à l'aise ensuite à l'oral, puisque, je ne l'ai pas spécifié, mais vous allez devoir, pendant 1 heure, en 2 heures, préparer vos 2 leçons et ensuite vous allez être face au jury. Et le jury, donc pendant 5 minutes, pendant un quart d'heure, vous allez présenter votre leçon, par exemple, de français, maximum 15 minutes. Et ensuite, vous allez avoir 15 minutes d'échange avec le jury, où on va vous demander de préciser vos choix pédagogiques. Et là, c'est le moment de l'oral. Donc, au moment de l'oral, vous n'allez pas présenter comme ça votre leçon de but en blanc. Vous allez présenter un oral organisé. Donc là, je sais que dernièrement, par exemple, dans les derniers cours qu'on a proposés, Elsa, qui est donc une de nos super formatrices chez Vocation, a proposé aux candidats toute une méthodologie pour présenter le sujet. Et ça, voilà, ça fait quelque chose en plus. On se rend compte, pour être aux oraux, des candidats qui sont bien préparés et ceux qui tâtonnent un peu et qui se sont préparés tout seuls. Donc, une belle introduction. Ensuite, vous présentez votre séance et bien évidemment, vous concluez. Le petit plus qu'on appréciera à l'oral, c'est de faire preuve de vos connaissances, d'utiliser le lexique approprié. Vous voyez, plutôt que de dire la maîtresse va aider les élèves ou le maître va aider les élèves, on pourra préférer dire nous apporterons un étayage oral. Étayage, c'est un peu comme une aide, ou alors un étayage écrit si on va apporter à un élève en particulier un document, un support écrit qui va l'aider à construire, à répondre à la consigne que vous lui avez formulée. Voilà, ces éléments-là, on va en permanence vous les donner pendant nos cours. On est très, très attentif au lexique que vous allez utiliser face au jury. C'est vraiment là que se joue la différence entre un candidat qui va avoir ou pas son oral, mais surtout, je dirais, et ça va intéresser les candidats qui passent dans les départements où il y a le moins de place, pour avoir des bonnes notes et être dans les meilleurs pour pouvoir décrocher ce concours ou même être positionné dans la liste très haut. Mélina me disait tout à l'heure, par exemple, je reprends mes messages, qu'on a eu un major du second concours interne à Nancy-Metz. Alors, vous voyez, ça montre que Nancy-Metz, c'est une académie qui n'est pas si simple à obtenir. Donc, on a réussi, on a aidé un candidat à être major, c'est-à-dire que la personne est arrivée première sur Nancy-Metz. Donc, vous voyez, on connaît les attentes des jurys. Alors, oui, bon courage pour demain, Keira. Vous voyez, vous faites partie de ceux, en effet, qui passent
les autres concours, hein, si j'ai bien compris, qui sont encore en ce moment. Donc, bon courage, si j'ai bien compris. Donc, parce que Mélina souhaite bon courage, croise les doigts pour qu'elle ira. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une leçon? Je dis leçon, mais en fait, dans le monde réel, à l'école, on ne parle pas de leçon, on parle d'une séance d'apprentissage. Mais pour le CRPE, on a appelé ça l'épreuve de leçon. Donc, il faut bien connaître ces deux termes. On peut tout à fait vous parler d'une séance et vous-même pouvez parler de séance pendant l'oral. On ne vous en tiendra pas rigueur. Au contraire, hein, ça montrera que vous connaissez les termes appropriés, encore une fois. Donc, voilà. Ce document, d'ailleurs, que je partage avec vous, il est issu d'un magistère. Un magistère, c'est l'espace de formation des enseignants qu'on propose pour les enseignants contractuels, par exemple, pour se former dans leur premier pas dans le métier. Donc, pour construire une séance, je dois avoir en tête qu'il faut lui adjoindre un objectif d'apprentissage. Pourquoi pas un objectif langagier si c'est une séance en maternelle? Alors, un candidat qui travaille à côté. Ok, bah oui, ça c'est... je sais très bien que bon nombre d'entre vous passent le concours en ayant à côté un travail, des enfants. J'ai connu ça moi-même, hein, j'ai passé le concours, j'avais un autre métier et je me préparais toute seule et c'était vraiment très difficile. Donc, je sais très bien ce que c'est. Donc, dans ma leçon, je vais devoir identifier les objectifs. Ça va être la première chose à faire. Et ensuite, tout le déroulement, c'est-à-dire la durée, attention, de chaque étape. Souvent, quand on me présente, parce que chez Vocation CRPE, on propose un oral blanc où les candidats présentent leur leçon, j'ai souvent uniquement la durée de la leçon d'une manière générale, donc 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Moi, j'indique également que pour bien faire, il est important de proposer également les durées de chaque étape, puisqu'une séance d'apprentissage se divise en plusieurs étapes. On va voir ça tout à l'heure. Les supports de travail, la place dans la séquence, puisqu'une séance s'inscrit dans une séquence d'apprentissage, c'est un ensemble de séances mis bout à bout qui visent un objectif à la fin. L'organisation, comment je m'organise dans ma séance, quel est le rôle des élèves, le rôle du maître et même le matériel. Voilà, tout cela doit être prévu sur votre feuille et spécifié quand vous allez présenter à l'oral. Ensuite, bien sûr, le déroulé, vous devrez présenter le déroulé précis de votre séance d'apprentissage avec la consigne, avec la tâche des élèves, le rôle de l'enseignant, pourquoi pas le rôle de l'ATSEM, pardon. L'ATSEM, c'est donc l'agent territorial qui est présent dans les écoles maternelles, que vous pouvez bien évidemment anticiper que vous avez une ATSEM dans votre classe, qui pourrait éventuellement s'occuper d'un autre groupe qui ne serait pas avec vous lors de votre séance d'apprentissage si vous choisissez une modalité en petit groupe. Vous devez également anticiper des éléments de différenciation. Alors, moi, je conseille toujours de ne peut-être pas tout mettre lors de votre oral, d'en garder sous le coude. Je propose souvent, par exemple, pardonnez-moi, moi, je propose souvent de couper vos feuilles A4 qu'on va vous donner en feuilles A5, donc en deux, et d'avoir une petite feuille différenciation, une petite feuille remédiation, une petite feuille évaluation. Une petite feuille sur les supports des élèves. Voilà, des éléments en fait supplémentaires que vous n'allez peut-être pas partager tout de suite à l'oral, mais que vous pourrez simplement évoquer. Et ensuite, ça va donner envie au jury de vous poser des questions un peu plus précises. Et là, vous pourrez ressortir votre document. N'hésitez pas à l'oral. Vous êtes face à des êtres humains qui apprécient quand devant eux, ils ont quelqu'un qui agit comme un professionnel. Donc, n'ayez pas peur de dire je vais prendre une seconde pour vous répondre. J'ai noté cela justement sur un de mes documents. Alors, il faut bien vous organiser, il faut mettre les titres en gros sur cette petite feuille-là. Donc, vous aurez, par exemple, une petite feuille avec écrit « différenciation ». Et là, vous aurez mis un peu à l'appel les idées de différenciation que vous aurez. Parce que je propose de vous organiser ainsi, mais après, chacun fait comme il veut, bien sûr, et ça vaut pour les mathématiques, d'avoir vraiment une grande feuille A4 avec votre déroulé principal de votre séance et d'avoir des petites étoiles, des petites astérix
qui vous amène vers d'autres petites feuilles si jamais vous avez besoin de préciser votre pensée. Mais mettez sur une feuille A4 votre séance dans les grandes lignes et parlez de cette séance. N'allez pas lire, en fait, vous n'allez pas pouvoir en 1 heure de préparation français, 1 heure de préparation mathématiques, vous n'allez pas pouvoir écrire toutes vos idées. Donc, je vous conseille toujours de faire une feuille A4 avec les étapes essentielles de votre séance, de votre leçon. Et quand vous avez du temps, ensuite, de rajouter sur des feuilles à part des éléments, comme je vous disais, de différenciation, d'évaluation, les prérequis, etc. À côté, parce qu'au cas où si vous n'avez pas assez de temps pour tout préparer, il faut au moins que votre séance d'apprentissage globale soit faite. Et en l'ayant sur une feuille A4 devant vous, ça sera beaucoup plus simple pour vous de la présenter devant le jury plutôt que d'avoir plein de feuilles et d'avoir des tas de choses à lire que vous n'aurez certainement pas eu le temps de finir en plus. Alors, les phases possibles de votre séance. Donc ça, c'est une façon de nommer les phases. Vous pouvez tout à fait dans d'autres cours, même avec des professeurs chez Vocation CRP, retrouver d'autres manières de nommer les phases d'une séance. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est même très bien, très bon pour vous d'avoir plusieurs termes. L'important, c'est de comprendre l'idée de ces phases, à quoi elles servent. Mais qu'elles aient des termes différents selon les académies, les professeurs, etc., ce n'est pas un problème parce que justement, en face de vous ce jour-là, vous pouvez avoir un jury qui va vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette phase de mise en commun? Nous, on appelle ça institutionnalisation. Enfin, vous voyez. Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître différents termes possibles. Donc, voilà, une première phase qui va être une phase de lancement. Je regarde. Ces fiches supplémentaires peuvent être conservées durant l'échange. Oui, tout à fait, Jessica. Tous vos documents, puisque vous les avez conçus durant votre temps de préparation, c'est vraiment des documents que vous avez en face de vous. Quand vous arrivez devant le jury, je conseille toujours de mettre sa feuille générale de séance face à soi. Vous avez quand même normalement une table suffisamment grande pour pouvoir poser vos petites affaires. Et voilà, prenez le temps de vous organiser. J'ai ma petite feuille différenciation, j'ai ma petite feuille matérielle, pourquoi pas. Voilà, organisez-vous. Mettez d'abord le français. Les mathématiques, vous les avez dans une autre pochette. Vous attendez un instant avant de les sortir si vous commencez par le français. Mais oui, bien évidemment, vous devez les avoir même devant vous. Alors, donc, une première phase qu'il est absolument nécessaire de faire, c'est le lancement de l'activité, la mise en route. On l'appelle aussi l'appropriation. Voilà, comme je vous disais, il y a plusieurs termes. L'enrôlement. Elle est très importante. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a sur cette slide, puisque mon PowerPoint sera à votre disposition à l'issue du cours, il n'y a aucun souci. Mais elle est très importante. Vous pouvez tout à fait dire que vous allez faire un lancement explicite. Et là, vous avez à côté ce que j'appelle un lancement explicite. Il est absolument nécessaire de savoir qu'un lancement explicite, ce n'est pas juste dire une consigne et ce n'est pas juste dire aux élèves, vous pouvez dire à nouveau ce que vous devez faire. Pas du tout. Un lancement explicite pour les élèves, et ça dès l'école maternelle, c'est leur dire pourquoi on leur propose ce travail. Qu'est-ce qu'on va apprendre durant cette séance d'apprentissage? De quoi on va avoir besoin pour réussir? Ça permet de faire du tissage entre différentes séances avant. De quoi on va avoir besoin pour réussir en termes de documents, d'éléments qui seraient présents dans la classe, d'affichage, de support. Et comment je vais savoir que j'ai réussi cette séance? Voilà, par exemple, un exemple. À la fin de cette séance, les enfants, vous aurez réussi si vous avez été capable d'écrire le mot ADA, par exemple. Là, je fais référence à un travail proposé par Mireille Brigodio ici, qui propose une modalité d'apprentissage qui est passionnante, qui s'appelle la classe inventée quand on veut faire écrire les élèves de maternelle. La phase 2, c'est la phase de recherche. Alors, pendant cette phase, chers auditeurs, chers candidats, le maître ne doit pas dire grand-chose. Le maître doit observer.
cette phase de recherche, souvent, elle est correcte si on a vraiment proposé aux élèves quelque chose qui, en amont, hein, lors du lancement, est un peu une forme de situation-problème. Un jeu, voilà, quelque chose qui va être suffisamment intéressant cognitivement parlant pour que les élèves soient en recherche et se posent des questions pendant cette deuxième phase. Si c'est trop rapide, si c'est trop facile, il n'y aura pas de recherche. Les élèves vont trouver la solution et en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans une situation d'apprentissage. Cette phase de recherche, elle n'est pas évidente parce que là, il faut proposer, l'activité qu'on propose aux élèves, elle doit être suffisamment intéressante et enrôlante pour les élèves, pour les motiver dans la tâche, pour les enrôler, pour que ça soit suffisamment difficile pour les mettre en situation de recherche, mais pas trop difficile non plus. C'est ce qu'on appelle la ZPD, la zone proximale de développement. Est-ce que peut-être parmi vous, vous connaissez quel est le chercheur qui a parlé de ZPD? On va voir si vous connaissez vos cours de psychologie de l'enfant, de psychologie cognitive. Non, c'est pas Piaget, Mélina. Vygotsky, bravo Julie, vous êtes très forte. C'est Vygotsky qui en premier a parlé de ZPD. Et pendant l'étape de recherche, le maître, en fait, la maîtresse ou le maître, doit être en observation. Pourquoi en observation? Parce qu'en observation, il doit parler de ce qu'il voit à haute voix, mais sans valider, sans dire si les élèves sont sur la bonne voie ou pas. Il parle de ce qu'il voit et l'enregistre, ou alors, encore mieux, il a une petite, oui, ça c'est un élément à avoir sur vos petites fiches, vous devez avoir des grilles d'observation des élèves, hein, surtout à l'école maternelle. Vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose, donc là, vous êtes en train de noter par rapport à votre objectif d'apprentissage, les élèves, ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va vous permettre comme ça d'avoir un échange plus intéressant lors de la mise en commun. Si vous avez repéré, donc la troisième phase, des élèves qui étaient sur la bonne voie, qui avaient une procédure intéressante, eh bien vous allez tout de suite leur donner la parole lors de cette mise en commun. Une mise en commun, c'est pas attendre que tout le monde parle et que tout le monde s'exprime. Ça, c'est ce qu'on voit souvent chez des enseignants débutants qui veulent bien faire et qui veulent donner la parole à tous les élèves par souci d'échange. Et en fait, non. Cette mise en commun, elle est préparée pendant la phase de leur recherche par votre observation. Vous avez repéré des élèves en difficulté, vous avez repéré des élèves qui n'étaient pas en difficulté et vous allez donner la parole de manière appropriée à ces différents types d'élèves et permettre des échanges entre eux de manière intéressante. N'hésitez pas à poser vos questions. La phase 4, c'est une phase d'entraînement. Donc là, en fait, justement, pendant la mise en commun, on s'est mis d'accord. On s'est un peu mis d'accord sur ce qui avait été difficile, sur ce qui avait été plus facile, sur peut-être des techniques, des procédures qui seraient plus appropriées, des procédures moins efficaces, plus difficiles, plus longues, même si à la fin, les élèves ont quand même atteint l'objectif. Et ensuite, on va redonner approximativement la même tâche aux élèves, peut-être avec une variable supplémentaire pour certains, parce qu'on s'est rendu compte que pour certains, c'était peut-être trop facile, ou alors on va justement peut-être apporter un étayage, une aide supplémentaire à certains élèves parce qu'on s'est rendu compte pendant la phase de recherche que ce qu'on avait proposé était peut-être trop complexe. Donc là, ça va nous permettre à nous enseignants de réadapter la partie entraînement qui est par la suite proposée aux élèves. Mais en tout cas, c'est une tâche qui ressemble vivement, voire la même, à la première phase de recherche. Enfin, je dirais enfin, parce que souvent ça s'arrête à cette phase 5, il va y avoir une phase de synthèse et d'institutionnalisation. À ce moment-là, il est vraiment important de donner la parole, de permettre les échanges entre les élèves grâce à de l'observation, encore une fois, que vous aurez proposé pendant l'entraînement. D'ailleurs, pendant l'entraînement, là, vous pouvez davantage étayer les élèves, les verbaliser s'ils sont peut-être sur la mauvaise voie. On n'est plus dans la phase de recherche et de tâtonnement. Là, on essaye de faire en sorte que les élèves réussissent la tâche proposée. Donc, pendant l'institutionnalisation, on va également mettre des mots sur les savoirs
qu'on a atteints, sur les objectifs qu'on a atteints, sur les procédures qu'on a obtenues. Et on va essayer à ce moment-là de réaliser une trace écrite. Ça, c'est vraiment très, très important, une trace écrite lors de cette phase. Sachez-le, hein, il faut absolument des traces écrites. Et un petit conseil, ne parlez pas de traces écrites au tableau comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut toujours soit dire que vous avez anticipé une grande affiche sur laquelle vous allez écrire la phase d'institutionnalisation, soit vous avez, chez les grands, un TBI, un tableau numérique, sur laquelle justement vous allez pouvoir noter des éléments qui seront ensuite enregistrés sur l'ordinateur. Vous avez même la possibilité de prendre en photo pendant l'entraînement si vous proposez des tâches de manipulation aux élèves, des activités de jeu par exemple, eh bien évidemment le jeu étant terminé, la manipulation étant terminée, on va ranger le matériel. Donc il est important de pouvoir anticiper et de prendre des photos pendant les phases de recherche ou d'entraînement pour pouvoir ensuite les mettre sur la fiche d'institutionnalisation que vous pourrez créer. Alors, est-ce qu'il est possible, nous demande Tiffany, qu'au cours d'une séance, l'étape de recherche soit sautée, si par exemple on est au milieu d'une notion et plus en une phase de découverte? Alors, peut-être parce que vous confondez, on va dire, la phase de découverte d'une séquence. Donc, en effet, on n'a pas toujours des phases de découverte, puisqu'on ne découvre pas systématiquement tout au long de la séquence. On n'est pas systématiquement dans une séance de découverte. Mais pour moi, la première phase où on donne une consigne aux élèves, d'accord, sur un exercice, par exemple un exercice d'application d'étude de la langue en grammaire, en conjugaison, on leur donne une tâche peut-être collective avec des étiquettes à classer, avec un travail sur l'ardoise. Voilà, une phase de recherche où on va faire peut-être du réinvestissement des séances précédentes. Mais pendant ce moment-là, on ne donne pas d'indice, on laisse l'affiche, on a fait du tissage avec les séances précédentes, il y a donc une affiche qui est à disposition des élèves des différentes étapes qui ont été proposées dans des séances précédentes, mais on propose quand même une phase de recherche. Phase de recherche égale en fait une phase où le maître n'intervient pas, ou le moins possible, sauf pour oraliser ce qu'il voit et ce qui se passe. Vous comprenez mieux? Ok, parfait. Et enfin, cette phase, c'est une phase d'évaluation. C'est une évaluation, c'est pour ça que je disais qu'elle n'était pas systématique à ce moment-là. Elle peut être différée dans le temps, mais en tout cas, il faut l'évoquer à l'oral durant votre oral au CRPE. Il faut évoquer cette évaluation. Soit elle a lieu comme en maternelle, systématiquement, directement à l'oral auprès des élèves, c'est-à-dire qu'on verbalise ce qu'ils ont réussi. Rappelez-vous qu'à l'école maternelle, on est dans une évaluation positive, donc on dit ce qu'ils ont réussi. Par exemple, si on a demandé aux élèves de retrouver dans une boîte des mots qui commencent par la lettre A, voilà, hein, ça peut être une tâche, et qu'on leur demande d'en trouver 5, peut-être qu'un élève aura réussi à trouver 3 mots qui commencent par A. Et donc, on verbalisera aux élèves. Aujourd'hui, je t'ai demandé de trouver 5 mots. Bravo, tu as réussi à trouver 3 mots. La prochaine fois, je te donnerai une tâche qui te permettra de trouver 5 mots dans la boîte. Et là, vous peut-être identifierez, sélectionnerez des mots moins complexes, plus simples, moins de mots, etc. Vous modifierez la tâche. En tout cas, l'évaluation, elle se fait de cette manière-là à l'école maternelle, tout simplement en verbalisant ce que l'élève a atteint, a réussi à atteindre. Ensuite, une autre, donc je regarde, je vois que j'ai d'autres questions. La phase de recherche peut être une évaluation diagnostique. Tout à fait, Lauriane. Il y a plusieurs formes d'évaluation. Là, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais en effet, c'est une phase de recherche peut être une évaluation, surtout en début de séquence d'évaluation diagnostique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet au maître de se mettre un peu au point sur le niveau de connaissance de ses élèves sur la notion abordée. Pour la petite section, ça c'est Claudia qui nous demande combien de phases peut-on faire pendant une séance de 15 minutes? Eh bien, ma chère Claudia, tout ce dont je parle aujourd'hui.
Donc, vous voyez, ça va très vite. Donc, c'est pour ça qu'en petite section, on fait des tout petits groupes d'élèves. Mais oui, on propose toutes ces phases-là. Mais ça va vite et c'est tout à fait possible. Les évaluations peuvent être aussi des évaluations numériques. On peut donner des tâches sur des tablettes. Et là, les élèves, si vous êtes sur un entraînement sur tablette, par exemple, eh bien, ils ont l'évaluation directement, puisque sur certaines applications, on voit tout de suite si on a réussi ou pas. Voilà, il y a toutes sortes d'évaluations possibles, hein, des évaluations plutôt formatives. Hein, quand je vous parle, par exemple, cette idée de tablette, avec un exercice dans la phase d'entraînement qui se passerait sur une tablette, eh bien, on est sur une évaluation formative, puisque l'élève, là, il voit tout de suite ce qu'il a réussi ou pas à faire, et ça va lui permettre, pendant la phase de synthèse, eh bien, d'échanger davantage avec le maître sur ce qu'il a réussi, ce qui a été plus difficile pour lui, et se projeter dans la suite de la séquence. Et c'est ce qu'on appelle donc une évaluation formative. Alors, on avance. Les différentes séances possibles. Bah oui, justement, je vous parlais d'une séquence d'apprentissage. Donc là, il va falloir identifier par rapport au sujet qu'on vous propose, je regarde l'heure pour avancer, par rapport au sujet qu'on vous propose au moment dans le dossier qu'on vous demande de la séance qu'on vous demande de produire, il va falloir identifier est-ce que je suis plutôt en début de séquence, ou en fin de séquence. Donc là, il va falloir être vigilante. Si on vous demande une séance 5, voilà, vous n'êtes plus du tout dans une séance, dans une séance de recherche. Hein. Par contre, vous pouvez être dans une séance d'entraînement plutôt, d'approfondissement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pareil, là, ce sont des façons d'appeler les différentes séances, mais honnêtement, d'un formateur à l'autre, d'un jury à l'autre, ces séances n'ont pas toujours les mêmes noms, mais en gros, hein, vous comprenez que vous allez être dans des séances de recherche, de découverte. Ensuite, on s'approprie petit à petit avec ce qu'on propose, l'objectif qu'on vise. Ensuite, on peut proposer aussi des séances dédiées, ça existe, à l'institutionnalisation. Tout à fait, ça, dans les grandes classes en particulier, ou pas, même à l'école maternelle. Si on a envie de faire une fleur de lexicale, eh bien, on peut, avec certains élèves, par petits groupes, eh bien, rebrasser tout le vocabulaire qui a été vu pendant les séances précédentes et proposer une séance dédiée à la réalisation d'une fleur lexicale. Et donc là, on serait dans une séance d'institutionnalisation. Des séances d'entraînement et d'approfondissement où on va là donner des jeux, des exercices complémentaires pour que vraiment les objectifs soient clairement appropriés par les élèves. Ah, je comprends, Claudia. Alors, peut-être que c'est dans le temps proposé. C'est clair que la manipulation doit, sur 15 minutes, faire 10 minutes, pratiquement. Donc, en effet, le lancement va durer 1 minute. Et l'institutionnalisation, la mise en commun, c'est 1 minute. En petite section, il parle très peu. Donc, c'est vous qui allez parler. Et à la fin, l'institutionnalisation finale, c'est 1 minute. Vous voyez, à peu près. Hein. Donc, oui, les phases de manipulation sont vraiment longues. Alors, l'exemple de sujet possible, je l'ai déjà proposé, mais c'est dans d'autres cours. Mais j'ai un petit peu modifié certains éléments par la suite. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on va vous donner un dossier avec l'idée de construire une séance 2. On vous indique, ça c'est le cas, hein, dans votre dossier, on peut vous proposer, on peut vous informer qu'une séance précédente a été donnée en amont avec comme objectif de distinguer la syllabe des mots comme unité sonore totale d'un mot. Donc là, c'est un sujet qui est en lien avec le domaine du langage en maternelle, plus spécifiquement le langage oral, et avec l'objectif qui est précis, hein, qui est dans les programmes, commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. Ça, c'est vraiment l'intitulé de l'objectif qui est en lien avec le domaine du langage et du sous-domaine de l'oral. On vous indique que c'est en période 1 ou 2, en moyenne section. Donc, distinguer la syllabe des mots comme unité sonore totale d'un mot. Donc, ça veut dire que là, a été proposée une séance à des élèves où on leur dit
on leur demande on leur fait travailler sur des mots et on leur demande d'identifier les syllabes, en gros d'avoir compris qu'un mot est constitué de syllabes. Bien évidemment, en amont, si on vous demande, on est en moyenne section, il aura été fait un certain nombre d'autres travaux, plus ou moins transversales, de la petite section à la moyenne section d'ailleurs. Par exemple, en première période, on pourrait tout à fait, en anticipant qu'une séquence d'apprentissage va être travaillée vraiment spécifiquement sur la notion de syllabe, on aura le matin travaillé sur les prénoms des élèves, en tapant les syllabes pour que les élèves commencent à appréhender de plus en plus précisément cette notion de syllabe grâce au jeu des prénoms. Il faut que vous sachiez une chose, c'est vivement recommandé de travailler sur les prénoms des élèves. Dans tous les textes, dans tous les guides, on demande de travailler sur les prénoms des élèves. Donc, si on vous demande un exemple à l'oral, n'hésitez pas à donner les prénoms. Un jeu avec les prénoms, ça marche toujours et c'est recommandé. On demande souvent également de préciser l'attendu de fin de cycle. Donc là, dans le dossier, on vous l'aurait donné. C'est distinguer et manipuler des syllabes. Scander les syllabes constitue-t-il d'un mot? On doit être capable d'en ajouter ou d'en supprimer ou d'en inverser. Donc ça, c'est l'attendu de fin de cycle. Bien évidemment, là, on est en moyenne section, donc on ne va pas travailler spécifiquement cela, mais on travaille une séquence d'apprentissage qui est autour de la syllabe pour arriver à la fin de la grande section à atteindre cet attendu de fin de cycle. Donc, voilà des exemples de documents qu'on pourrait vous fournir dans un dossier. Donc là, je les ai exclusivement pris des extraits du guide dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est des exemples d'activités à partir de syllabes orales. Donc là, messieurs, dames, je ne sais pas s'il y a des garçons aujourd'hui, vraiment, quand on vous donne des exemples d'activités, des exemples de jeux, je vous invite à ne pas aller inventer autre chose que ce qu'on vous propose dans le dossier. Inspirez-vous du dossier. Par contre, rappelez-vous, je vous disais, essayez de ressortir du lot si vous avez d'autres exemples d'activités, de les donner en prolongement, de les donner en exemple supplémentaire. Voilà, mais vous dites bien que vous utilisez les documents et vous donnez un exemple de jeu qui pourrait se retrouver sur ce document. Sinon, on pourrait vraiment vous en vouloir. On pourrait vous dire, mais pour qui elle se prend, on lui donne des exemples et elle a décidé d'en utiliser d'autres. Donc, si vous en avez d'autres, vous en parlez, mais il faut utiliser les documents. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, un autre document où on va vous parler des modalités d'apprentissage. Donc là, vous voyez, on vous propose d'apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, d'apprendre en s'exerçant. Ça, c'est les modalités d'apprentissage qu'on retrouve à l'école maternelle. D'apprendre en jouant. Il y en a une d'ailleurs qui n'est pas là, mais d'apprendre en jouant. Donc, c'est une erreur de ma part, je vous prie de m'excuser, parce qu'elle va être très importante d'ailleurs dans la proposition que je vais vous faire. Et le document 3, on vous propose quelques points d'attention dans ce document, dans ce guide qui s'appelle « Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle ». Vous voyez, on parle de travail sur la segmentation des syllabes, de travailler sur des mots isolés. On va amener, l'enseignant va vraiment articuler, exagérer l'articulation. Et vous voyez, ce sont des éléments qui vont vous permettre, par exemple, d'être plus clair dans le rôle du maître quand vous allez présenter votre séance d'apprentissage. Alors, si on devait construire notre leçon, donc on en est à une première leçon, une première séance où on a travaillé spécifiquement les mots et le fait de scander des syllabes. Donc, par exemple, ça aurait pu être une première séance où on parle comme des robots, où on dit les prénoms de la classe. Voilà, comme ça, ce qui vous permet de dire aux élèves que ce qu'on est en train de faire, c'est de parler comme des robots et qu'à chaque fois qu'on dit, par exemple, Lauriane, je parle comme un robot et je parle comme un robot pour dire le prénom Lauriane, Mélina. Et quand je coupe le mot de cette manière-là, je
coupe le mot en syllabes. Et je n'hésite pas à dire le mot syllabe. Les élèves doivent être absolument acculturés aux vrais mots. Ça, c'est aussi spécifié dans les différents guides. Donc ça aurait été la première séance. Quel objectif est-ce qu'on pourrait se donner pour continuer à travailler sur les syllabes en séance 2, à votre avis? Est-ce que vous avez des idées? Ça y est, les élèves ont été habitués, on fait une première séance, et une première séance d'ailleurs qui aura été réalisée plusieurs fois durant la semaine même, puisqu'à l'école maternelle, on répète les séances plusieurs fois. Scander les syllabes d'un album. Alors là, on va être sur le même objectif, Lauriane. Moi, j'aimerais, rappelez-vous, je vais revenir en arrière, distinguer la syllabe et la syllabe sonore partielle ou totale d'un mot. Donc là, je veux vraiment les distinguer, les syllabes d'un mot, et pas seulement avoir compris qu'il y en avait. Oui, Julie, je suis d'accord avec vous. On va être plus sur le compter le nombre de syllabes. Tout à fait. Alors, je vais garder ça. Scander, Lauriane, et également compter le nombre de syllabes. On est en moyenne section, on va pouvoir compter le nombre de syllabes. Tout à fait. Alors, on va avancer. Les syllabes d'accroche en début de mot, Lauriane, moi, je l'aurais gardé pour plus tard dans la séquence. Là, on a joué avec les syllabes. On a compris qu'il y avait des syllabes en séance 1. Séance 2, maintenant, on va vraiment segmenter un mot en syllabes, voire compter le nombre de syllabes. Et ensuite, par la suite, on va travailler en effet sur la syllabe d'attaque, pourquoi pas. Alors maintenant, donc dissocier les syllabes, ça va être notre objectif, et compter le nombre de syllabes de chaque mot. Ensuite, l'organisation, à votre avis, on va plutôt être sur quel type d'organisation? Collective, atelier dirigé, groupe. Alors, collectif, Jessica, je ne suis pas d'accord. À l'école maternelle, on va être au maximum sur des petits groupes, sinon on ne peut pas travailler. Donc oui, en atelier dirigé, en séance d'apprentissage, en petits groupes. Attention, Claudia, je vous invite à ne pas trop utiliser le mot atelier. On est vraiment dans une séance d'apprentissage, dans une leçon, en petits groupes. Donc, je vais prendre avec moi 4, 5, 6 élèves maximum pour réaliser ma séance d'apprentissage. Pendant ce temps-là, les autres élèves sont sur des activités en autonomie, certains avec l'ATSEM. Pensez que vous avez une ATSEM. Identifiez d'ailleurs, présentez au jury le nombre total d'élèves de votre classe et ce que vous allez proposer aux autres élèves comme activité. Ça va, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il faudrait, le mieux, ce serait de proposer des activités en lien avec le domaine du langage. Ensuite, le matériel, bien là, est-ce que vous avez des idées d'activités que vous pourriez faire pour permettre aux élèves de travailler le fait de dissocier les syllabes et de compter le nombre de syllabes de chaque mot? Les doigts pour compter, oui. Avec des cerceaux, bonne idée, Claudia. Avec des images de mots connus, très bien, Tiffany. Oui, oui, oui. Avec les prénoms également, vous pouvez tout à fait identifier, utiliser les prénoms. Des bâtons pour chaque syllabe, pourquoi pas. Je regarde si vous avez d'autres propositions. Alors, voici des exemples que je vous propose. Les cerceaux, j'avais pensé à ça aussi. Vous avez également ce petit jeu, vous avez des personnages à déplacer. Ça va être l'objet de la séance que je vais vous présenter. Et également des boîtes avec des nombres. Chaque boîte représente un nombre de syllabes. Et donc là, on peut donner des photos d'élèves de la classe, par exemple, et ils doivent compter le nombre de syllabes et aller placer l'étiquette du mot ou du prénom dans la bonne case. Tout le monde comprend là les 3 activités possibles? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, alors j'avance. Voilà ma séance de phonologie que je vous propose, qui n'a pas été inventée par moi-même. J'aime bien prendre des choses qui existent vraiment. Donc, vous le voyez, j'ai mis ma source. Donc là, on est vraiment sur ce jeu-là, avec les étapes qui sont présentées. Vous pourrez les avoir dans le support. On ne va pas rentrer nécessairement dans le détail précis, mais vous comprendrez l'idée. J'avais repéré quelques éléments un petit peu, on va dire,
qui auraient pu être un peu améliorées. Par exemple, on ne propose pas dans cette séance les prérequis et je trouve qu'il faut absolument les présenter quand vous allez être à l'oral de votre leçon. Pour ceux qui ne connaissent pas, un prérequis, c'est qu'est-ce que les élèves doivent déjà connaître pour être en capacité de réussir cette séance. Donc là, en gros, ils doivent connaître ce qu'est un mot. S'ils n'ont pas compris ce qu'était un mot, ils ne peuvent pas réussir cette activité, clairement. Voilà, on va dire que c'est le prérequis de base. Peut-être que le prérequis également, ça serait d'être capable d'énoncer la comptine numérique, puisque là, on va leur demander, vous voyez, d'avancer et ensuite de compter les cases pour savoir combien il y a de syllabes dans le mot. Donc, si l'élève n'est pas en capacité de dire 1, 2, 3, 4, ben, il va être embêté pour être capable de dire combien il y a de syllabes dans le mot. Voilà, ce qui manquait peut-être dans cette séance, c'est de rappeler que ce travail va leur permettre d'apprendre plus facilement à lire à la grande école, au CEP. Voilà, ça c'est dans le fait de proposer un enseignement explicite. Rappelez-vous, je vous disais que c'est très important de dire à quoi ça sert ce que je propose. Là, on n'est pas dans le jeu uniquement, hein, surtout pas, sinon les élèves vont rentrer chez eux le soir et leurs parents vont leur demander « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» « J'ai joué !» Et ils vont jouer, et ils jouent, et les parents ils se demandent mais quand est-ce qu'ils apprennent des choses? Donc oui, le jeu est une modalité d'apprentissage, mais le jeu, il est au service d'un apprentissage. Et l'élève, à la fin de la séance d'apprentissage, et ça même en petite section, il doit avoir compris que vous travaillez sur les mots et les syllabes, parce qu'après, je vais devoir lire, je vais devoir écrire, et j'ai besoin de travailler sur les syllabes pour ça. Et ça, on leur dit explicitement. Voilà, on pourra également dire qu'il manquait peut-être les difficultés. Il y avait des difficultés possibles dans cette séance liées au matériel proposé qui était un peu complexe. Par exemple, pour l'avoir déjà vu, les élèves peuvent manquer des cases, passer d'une case à l'autre. On peut aussi, il peut y avoir des confusions qu'il faudra anticiper sur le fait de scander le mot ou de scander la syllabe, notamment sur les mots courts. Donc là, clairement, les mots proposés, là, les photos qui sont proposées, vous voyez le mot ours, où il y a une seule syllabe, et bien en fait, c'est difficile ça pour les élèves. Les élèves ont l'habitude de scander des syllabes d'un mot où il y a au moins 2 syllabes. Donc pour des élèves en difficulté, où là aussi on est en début, on est en moyenne section, en début de séquence, peut-être qu'il serait préférable de prendre des images avec des mots qui ont au moins 2 et 3 syllabes. Voilà, et puis justement, ce genre de mot, ça peut être une différenciation. Alors, on me demande, est-ce qu'on peut parler de la transversalité, par exemple avec les cerceaux lors des séances de PS? Oui, tout à fait. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'une séquence d'apprentissage à l'école maternelle, une séance, elle est reproduite plusieurs fois. Ou alors, elle peut être réinvestie à d'autres moments, en effet, dans des tâches en autonomie ou dans des tâches supplémentaires en transversalité. Donc, vous pourriez en effet dire que vous faites cet exercice-là en activité en classe et que vous proposeriez en EPS, alors ça ne serait pas en EPS, ça serait une situation en salle de motricité qui serait en fait une situation de langage, mais de faire cette activité dans les cerceaux. Pour votre oral, ça c'est mes derniers conseils, je vous propose vraiment ce type de plan. Alors, des salutations au départ. Alors, si vous avez dit bonjour, ne redites pas bonjour, mais vous pouvez remercier encore. Je vous remercie encore de m'accueillir pour cet oral de leçon de français et vous annoncez votre plan. Je vais dans un premier temps, etc., etc. Une introduction. Dans cette introduction, eh bien, vous devez parler des enjeux de l'enseignement de l'oral. Si vous suivez nos cours, eh bien, nous parlons toujours des enjeux et des problématiques vraiment en lien avec la société qui nous sont demandées. Pourquoi on enseigne l'oral dès l'école maternelle. Les programmes, on rappelle les programmes. On repose la problématique qui nous a été demandée dans le sujet, dans l'introduction, et on évoque les documents du dossier. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de dire, voilà, je vais vous présenter succinctement les documents qui m'ont été fournis, en identifiant dans ces documents ce qui a été intéressant pour moi et ce que j'ai gardé pour construire ma leçon. Et de ne pas faire une redite
un résumé des documents. Ça n'a pas grand intérêt, ça montre même souvent des candidats qui essayent de gagner du temps. Donc voilà, j'aime bien présenter les choses comme ça. C'est mon point de vue. Votre séance, ensuite, bien évidemment, avec les étapes, le rôle du maître, les rôles de l'élève, les durées, le matériel, la différenciation, etc. Tout ce qu'il y a là, en fait, vous devez en parler. Et une conclusion. Ça, c'est important de conclure. J'ai eu plusieurs candidats, parce qu'on fait un oral, hein, bien sûr, un oral blanc, des candidats qui ont été un peu trop brefs dans leur conclusion. C'est vraiment dommage, c'est la dernière image que vous montrez de vous. Donc, soignez vos conclusions. On parle de la suite de la séquence. Ce qui peut être bien, c'est d'ouvrir sur un autre domaine ou un projet. D'ailleurs, si vous êtes à l'école maternelle dans votre sujet, en français, je vous conseille vraiment d'intégrer votre séance, votre leçon, et même en cycle 2 et en cycle 3, à un projet d'apprentissage. Vous gagnerez des points supplémentaires. Donc, un projet d'apprentissage, c'est-à-dire quelque chose qui se construit par toute la classe, un film, une exposition, etc. Et d'avoir un vrai enjeu d'apprentissage. Pourquoi je travaille ça? Eh bien, je le travaille parce que j'en ai besoin pour le projet dans lequel on est inscrits tous ensemble dans la classe. Ça donne du sens. Il y a un destinataire, il y a quelqu'un qui va venir visiter l'exposition, qui va lire votre histoire, votre conte. Et donc, voilà, ça donne du sens et donc de la motivation pour les élèves. Vos supports essentiels de révision, en plus de nos merveilleux cours sur Vocation CRPE, chez Vocation CRPE, eh bien oui, c'est les programmes, ce sont les programmes et les guides de référence. Je vous en ai mis un certain nombre là sur cette slide. Voilà notre formation pour cette épreuve, comme je vous le disais, des apports didactiques et pédagogiques, et on s'y prend dès le début de l'année. C'est plutôt Elsa et moi qui faisons ces apports-là. Des entraînements en cours collectifs et en atelier. Moi, par exemple, dans mes cours, je donne des supports en avance que je demande aux candidats de regarder pour ensuite, en cours, aller plus vite, hein, c'est en système de classe inversée, et de voir avec eux ce qu'ils ont identifié comme séance, etc., avant de faire, bien sûr, une correction. Des conseils de révision, on vous donne des conseils de révision, on vous donne différents supports d'analyse, des séances, des séquences, et bien sûr un entraînement à l'épreuve orale, une épreuve blanche comme on dit, qui dure 4 heures et qui est très intéressante parce que vous êtes avec d'autres camarades de jeu, je dirais, pour ensuite s'auto-évaluer et entendre ce que chacun va dire à l'oral. Voilà, on a de bons résultats chez Vocation CRPE. Mélina va pouvoir le dire mieux que moi et je vais pouvoir lui passer le relais pour qu'elle vous présente un petit peu tout ce qui est en lien avec Vocation. Oui, merci beaucoup Cassandre. Je vois que tu as pris un joli screenshot de notre tout nouveau site internet. Pour celles et ceux qui nous suivaient depuis un moment, on a fait page neuve pour le plus grand bien de nos yeux à toutes et à tous. Et effectivement, c'est vrai, donc ça c'est les chiffres de l'année dernière, mais on a un taux de réussite de 78%, donc ce qui est non négligeable par rapport à la moyenne nationale qui est plutôt aux alentours de 31%. Et là, c'est vrai qu'on est en train de collecter les résultats pour 2023, mais que comme Cassandre l'a déjà dit, on a déjà le plaisir d'avoir un major et plein de personnes qui ont le concours pour notre plus grand bonheur. Bravo à elles et à eux, parce qu'on a aussi des hommes. Mais voilà, c'était un grand plaisir pour nous de les accompagner cette année. Et si jamais vous décidez de vous lancer, que ce soit pour la deuxième fois ou pour la première fois, on se fera tout autant un plaisir de vous accompagner. Tu en as beaucoup dit, Cassandre, donc je vais être assez brève pour ne pas vous retenir trop longtemps. Mais voilà, chez Vocation CRPE, on vous propose vraiment une préparation complète avec cours de remise à niveau, des concours blancs, des oraux blancs. Vous aurez peut-être la chance d'avoir Cassandre pour l'épreuve de leçon qui vous cuisinera avec bienveillance pour vous permettre de briller au concours et notamment d'aller chercher des très bonnes notes. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on va chercher, comme je ne sais plus si Cassandre, tu as eu l'occasion de le mentionner, mais à l'oral, soit vous avez une très mauvaise note parce que le jury voit directement que vous n'êtes pas malheureusement assez bien préparé pour cette année, soit au contraire, on voit qu'on vous veut face à la rentrée prochaine face à une classe. Et dans ce cas-là, vous aurez des notes entre 17 et 20, ce qui est le cas d'une très grande partie de nos candidats et candidates de cette année.
On vous propose des conventions de stage également pour celles et ceux qui voudraient mettre un pied sur le terrain et on vous propose surtout un accompagnement et un suivi personnel et individualisé. Et c'est ça qui permet de faire la différence. À partir du moment où vous inscrivez, on veut vraiment que vous ayez le concours et on met tout en œuvre pour que ça se passe bien à partir des difficultés repérées effectivement, en sachant que comme Cassandre, tous nos professeurs sont membres du jury et professeurs formateurs. Donc vraiment des personnes qui ont la double casquette à la fois pour vous accompagner sur la voie de la réussite au concours parce que ce sont des gens qui connaissent le concours sur le bout des doigts, mais qui en plus vous donneront dès votre année de préparation concours des clés pour appréhender la prise en main de votre classe. Ce qui est très important, forcément, on ne veut pas que vous soyez démunis une fois que vous aurez eu le fameux concours. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans le... Tu vas ajouter quelque chose, Cassandre, pardon. Il y a Julie qui nous demande si on a un module de préparation seulement aux oraux. Alors oui, Julie, en sachant que ça dépend, je crois que vous avez déjà passé le concours. Dites-moi si je me trompe, parce qu'on ne veut pas proposer le module seulement aux oraux à des élèves qui n'auraient pas préparé une première fois le concours. Donc ça peut s'envisager effectivement, Julie. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de prendre un rendez-vous avec moi dans le lien que je vais... oui, d'accord. Ok, donc vous avez une petite expérience du concours quand même. Après, si c'est pour des questions financières, Cassandre, tu peux peut-être passer à la slide d'après. Sachez qu'en ce moment, on a une réduction de 400 euros. Donc, c'est quand même une réduction assez conséquente. Julie, vous me direz, pas forcément bien sûr en public, mais si vous prenez rendez-vous, si c'est pour des raisons financières. C'est vrai que si c'est la raison pour laquelle vous ne souhaitez que la préparation d'euros, j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers notre programme Égalité des chances, qui est vraiment là pour vous permettre d'obtenir une réduction adaptée à votre situation sur une formule complète. Et du coup, ça nous permet de vous accompagner de A à Z et ça optimise bien sûr vos chances d'avoir le concours parce que vous serez vraiment totalement accompagné. Donc certes, les euros, c'est important, mais il ne faut pas non plus négliger les écrits. Et si on peut vous accompagner de manière holistique, aussi bien sur les écrits que sur les oraux, on préfère vous permettre de vous inscrire sur une formule complète sans vous mettre en difficulté financière que de juste vous proposer une préparation aux oraux, mais que du coup, vous soyez inégalement préparé. En sachant que pour revenir au financement de manière stricte, vous avez une partie de la préparation qui est finançable par le CPF pour celles et ceux qui auraient cotisé dans le cadre d'une activité professionnelle du secteur privé. Et il y a également des financements possibles qui ne sont pas automatiques, mais de type Pôle emploi, Région Île-de-France ou également CPF public. Et voilà. Et pour l'autofinancement, vous avez cette très grosse promotion de 400 euros qui est valable jusqu'au 30 juin, en sachant que si vous me laissez une petite minute, je vous envoie le programme Égalité des chances pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Si vous avez des questions pour Cassandre, en attendant, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que ce programme occupe une place importante chez Vocation CRPE parce que notre idée, c'est vraiment pas de sélectionner nos élèves sur votre budget, en fait, tout simplement. Et on veut accompagner tout le monde de manière équitable. Alors, c'est une très bonne question, Tiffany. Je ne sais plus exactement à quelle date vous vous êtes inscrite, mais vous avez 4 mois à partir du moment où vous vous êtes inscrite pour passer votre certification. Donc, je pense qu'avec cet élément, vous devriez pouvoir en déduire la date à laquelle vous devez passer votre certification, le Robert, effectivement, Tiffany. Je ne connaissais pas la certification Le Robert, je connaissais Voltaire, mais... Oui, on a changé de certificateur. Donc, en gros, c'est grosso modo la même chose, si ce n'est que la certification Le Robert a l'avantage de se passer totalement en distanciel. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour nos élèves qui n'ont pas besoin de se déplacer. Et elle est aussi plus complète. Voltaire, il me semble que ça travaillait juste l'orthographe, alors que Le Robert fait vraiment grammaire, conjugaison. D'accord. Et ça, c'est important. Et orthographe. Et ouais, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus complet. Très bien. Voilà, et bien écoutez, est-ce que vous avez des questions en sachant qu'on est vraiment en petit effectif ce soir, donc si vous voulez prendre le micro, vous pouvez prendre le micro pour nous poser des questions et sinon bien sûr n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, donc que ce soit pour Cassandre ou pour moi. Je ne sais pas trop où vous en êtes dans votre stade de réflexion quant au fait de prendre une préparation, mais c'est vrai que là il est important de vous décider, je pense que Cassandre tu me rejoindras, mais pour la préparation 2024, on est à un moment de l'année
année où c'est important de prendre une décision et de potentiellement de décider de vous lancer dans une préparation, ce qui vous aidera à obtenir le concours du premier coup ou du deuxième coup pour celles et ceux qui le repassent. Je sais que c'est une période qui est un peu difficile pour les personnes qui n'ont pas eu le concours. Il faut un peu faire le deuil du fait qu'on ne l'a pas eu du premier coup. Celles et ceux que ça concerne ce soir, soyez fiers de vous quand même parce que c'est quand même un projet qui est conséquent, un concours qui est difficile. Donc, c'est pas du tout déshonorant, bien au contraire de ne pas l'avoir du premier coup. Recentrez-vous toujours sur votre projet. Repartez de votre motivation initiale, de vous dire pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce projet initialement. Et normalement, vous devriez retrouver les ressources pour vous relancer sur une année de préparation. Et on croise les doigts pour que ça se passe bien l'année prochaine. On se fera un plaisir, bien sûr, de vous accompagner si vous décidez de vous faire aider par l'équipe de vocation CRPE. Pour celles et ceux qui l'auraient raté cette année, il faut faire attention à ne pas tout relâcher pendant l'été. Quand on travaille beaucoup intensivement pour un concours, c'est un peu comme du bachotage. Et le cerveau, il peut avoir tendance à oublier malheureusement rapidement. Donc moi, je vous conseille vraiment, sans vous mettre à réviser de manière intense l'été, mais en tout cas de continuer à lire, de voir vos fiches, etc., les éléments que vous aviez déjà notés un petit peu par-ci, par-là, de vous faire un programme d'été avec un petit peu de révision chaque semaine. C'est un excellent conseil, en sachant que c'est vrai que pour les personnes qui vont le repasser, l'équilibre doit se trouver entre faire une pause, parce que je pense que Cassandre, tu me rejoindras, mais c'est nécessaire de prendre un petit temps pour couper, et en même temps rester mobilisé de manière plus ou moins active ou passive dans vos révisions. Effectivement, ça peut passer par ce que Cassandre vient de décrire, donc c'est-à-dire des révisions un peu plus passives, mais qui sont quand même utiles et qui vous permettront de capitaliser, si vous me passez l'expression, sur ce que vous avez mis en place cette année. Et vous avez sûrement mis plein de choses en place cette année. Il faut que vous l'ayez en tête, même si c'est difficile à entendre parce que vous voyez que vous n'avez pas eu le concours, mais vous avez forcément appris plein de choses qu'il faut garder actifs pour pouvoir les remobiliser pour l'année prochaine. Mais écoutez, on va... Écoutez, ouais. On est bon, je pense. Merci beaucoup, Cassandre, pour ce cours. C'est encore une fois très intéressant. Moi, j'apprends toujours plein de choses. Je ne confondrai plus Vygotsky, je n'arrive jamais à prononcer son nom, et Piaget, effectivement, avec la zone proximale de développement. T'es bien tenté, tu étais quand même pas si loin. J'étais pas loin, il y avait quelque chose. Merci beaucoup à vous toutes. Je crois qu'on était exclusivement un public féminin ce soir, donc merci beaucoup à vous toutes. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez faire un point sur votre projet ou bien sûr vous nous rejoindre dans le cadre de la promotion Agathe. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.